Lucie est la plus connue des australopithèques parce que d'une part, elle est dans tous les manuels scolaires, donc dès notre enfance, elle fait partie de notre patrimoine, et également parce que c'est un des squelettes les plus complets pour cette période, autour de 3 millions d'années, donc ça en fait vraiment une icône qu'on s'approprie, chercheurs et grand public. La découverte de Lucie a bouleversé l'histoire de l'humanité parce que quand Lucie a été découverte, à cette époque-là, on connaissait pas de fossile plus ancien qu'elle. C'était le plus ancien représentant de notre lignée. Nous, on la connaît sous le nom de Lucie, en référence à la musique des Beatles, mais en Éthiopie, elle est connue sous un autre nom, donc Dikinech, en amharique, qui signifie « tu es merveilleuse ». Lucie, donc ça fait 50 ans qu'elle a été découverte et ça fait 50 ans que le corpus fossile de Australopithecus afarensis est enrichi. On voit bien qu'au fil des découvertes, de nouvelles questions se posent. Donc Lucie, c'est un australopithèque, et en particulier son espèce est Australopithecus afarensis. Elle a été découverte en Éthiopie, dans le site de Hadar, et elle est datée de 3,2 millions d'années. Elle a été découverte en 1974, mais il faut remonter quelques années avant pour comprendre un peu sa découverte, et notamment les expéditions de Maurice Tayeb, qui est un géologue, et qui s'est rendu compte qu'il y avait des fossiles très anciens, datés autour de 3 millions d'années, et même peut-être plus, dans cette région. Et donc il a monté avec Donald Johansson, Yves Coppens, et Raymond Bonnefi et John Kalb une mission à partir de 1972 pour prospecter dans cette région. Donc ils avaient une connaissance en termes géologiques de la chronologie, donc au-dessus de 3 millions d'années. Lucie a été découverte le dimanche 24 novembre 1974 et a été découverte sur une surface assez importante, assez éparpillée. Donc à la suite de cette découverte ce dimanche-là, ils ont pendant quelques semaines tamisé toute une colline pour découvrir d'autres restes. Donc on a 76 restes, ce qui correspond à 42 os. Donc il faut savoir qu'à l'époque, les australopithèques n'enterraient pas leurs morts. C'est une pratique qui est relativement récente en évolution humaine. Donc au moment de sa mort, voilà, elle a été déposée là, et donc il y a eu différents phénomènes, ce qu'on appelle de la taphonomie, qui font que tous les fossiles se sont éparpillés sur une grande surface. On va regarder sur les os, on va pouvoir faire des recollements, c'est-à-dire des rapprochements entre les différents os. Donc on fait tout ce travail de reconstitution après pour se rendre compte que c'est en effet le même individu. Donc Lucie n'est pas la seule Australopithecus afarensis qui a été découvert en Éthiopie. Il y a d'autres restes qui ont été également découverts en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. Et on est à peu près à 600 restes, ce qui fait, en tous les cas dans le domaine de la paléanthropologie, une des espèces les mieux représentées. L'idée que Lucie est notre grand-mère, c'est une idée ancienne, voilà, qui est héritée voilà, ça fait partie de l'histoire des sciences. On ne dit plus d'un quelconque fossile trouvé qu'il est potentiellement notre grand-mère ou notre grand-père ou notre tante ou notre arrière-grande-tante, parce que la diversité observée au sein des hominines fait qu'on n'en est plus capable du tout. On a encore beaucoup trop de trous dans la raquette pour pouvoir formuler les choses ainsi. On a changé de paradigme, hein. On était dans une logique où l'évolution était plutôt linéaire, mais c'est parce que c'était la conclusion la plus immédiate, compte tenu du matériel disponible, à une évolution qui, elle, est totalement buissonnante, comme elle l'est chez n'importe quel animal. Donc on ne peut plus dire Lucie est notre grand-mère ou notre tante. Elle fait partie de notre généalogie, ça c'est certain. L'évolution des hominines, hein, des humains, est intimement liée aux découvertes de terrain. Et que donc chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte de terrain, souvent ça bouleverse tout et on reprend le schéma, etc. Dans les premiers stades de l'évolution des hominines, on a une vision assez simple. On a 4 découvertes jusqu'ici sur une période qui couvre environ 2,5 millions d'années, donc de Sahelanthrope, Aurorine, à Ardipithèque, Kadaba et puis Ramidus.
Et à partir de 4 millions d'années, là, on a le groupe des australopithèques qui représente une grande diversité morphologique avec diverses espèces, plus ou moins contemporaines, mais au moins 4 ou 5 espèces que l'on peut rapporter aux australopithèques. Donc on a une explosion, une grande diversité d'hominines à cette période-là. De ces hominines-là sortent le genre Homo, alors que des australopithèques continuent à vivre, hein. Australopithecus gary par exemple, ou les paranthropes, donc des australopithèques robustes, persistent jusqu'à 1,8 ou 1,5 million d'années. Et à côté de ces australopithèques qui se poursuivent, les premiers membres du genre Homo à partir de 2,5, 2,6 millions d'années. Et là, donc c'est l'explosion des humains. Donc on a le fameux Homo habilis et rudolfensis, puis l'ergaster africain, et puis aux alentours de 2 millions, 1,8 millions d'années, la sortie d'Afrique avec des humains qui vont vers l'ouest, en Europe, et vers l'est, en Asie, en peuplant toutes ces terres. Nous sommes dans les réserves du Musée de l'Homme, donc au Trocadéro, et donc en particulier dans les tiroirs où il y a tous les moulages de ces réserves. Donc il faut savoir que tous les fossiles originaux, et donc Lucie, appartiennent au pays où ils ont été découverts et restent dans leur collection. Et donc à l'extérieur, dans les autres pays, on va avoir les moulages et c'est à partir de là où on va pouvoir travailler. Alors là, on a un crâne d'Homo erectus africain ancien, qu'on appelle aussi Homo ergaster, et qui est daté d'1,8 million d'années, qui a été découvert au Kenya, donc qui appartient au genre Homo, donc c'est-à-dire notre genre, hein, pas notre espèce, mais notre genre. Et là, on a un crâne reconstitué d'Afarensis, donc l'espèce de Lucie, et qui est daté de 3,2 millions d'années. Il y a plusieurs espèces d'australopithèques, donc la plus connue c'est Afarensis, Lucie. Et les grandes caractéristiques, on peut déjà voir, ça va être au niveau du crâne, ici au niveau du front. Donc dans le genre Homo, le front est bombé, comme pour nous, tandis que si on regarde chez les australopithèques, et en particulier chez Afarensis, vous voyez qu'il est plat et en arrière. L'autre grande caractéristique, ça va être la face. Donc, vous voyez, chez Afarensis, il y a une face qui est très en avant, c'est ce qu'on appelle un prognatisme, donc c'est caractéristique aussi des autres australopithèques, alors que dans le genre Homo, vous voyez, la face est plate et surtout droite, comme nous. Donc ça, c'est des grandes caractéristiques qui permettent de distinguer globalement le genre Homo des australopithèques et d'Afarensis. Et l'autre aussi grande caractéristique, ça va être les insertions musculaires. Donc on voit chez Afarensis, vous avez un trou ici pour les muscles temporaux qui est très développé, donc qui montre qu'il y a une musculature sans doute importante, tandis que chez le genre Homo, c'est beaucoup plus petit, donc on a une musculature beaucoup moins importante qui est liée sans doute à une mastication différente. Donc là, voici un tiroir où on a tous les moulages des os de Lucie. Donc il y a 42 os qui sont représentés chez Lucie, donc ce qui correspond à 20% du squelette. Et donc vous voyez, principalement représenté par Lucie par une mandibule, quelques éléments du crâne, mais surtout des éléments post-crâniens, donc qui vont pouvoir déterminer notamment son mode locomoteur. Les éléments post-crâniens sont les éléments qui sont en arrière du crâne. Ils sont susceptibles de donner des informations sur les capacités motrices des fonctions, les mouvements qu'étaient capables de réaliser ces espèces fossiles disparues. Pour tout mode de déplacement, il y a des lois mécaniques qui s'appliquent et qui le permettent. Pour que la bipédie soit réalisée, il faut que le centre de gravité du corps tombe entre les pieds. Si votre centre de gravité tombe en dehors des deux pieds, ben vous tombez du côté où il se situe. Et ensuite, donc, on a des hypothèses à partir de la morphologie. On raisonne de manière analogique, c'est-à-dire qu'on va regarder la morphologie, par exemple, du pied. Et si on lui trouve des orteils longs et courbes, on va lui trouver une ressemblance avec ce qui existe chez les chimpanzés, par exemple, ou les bonobos, et que l'on rapporte habituellement à la capacité à saisir des branches, donc du grimper arboricole. Et à côté de cela, si son pied il a un gros orteil qui se rapproche des autres, et qui n'est pas divergent, c'est quelque chose que l'on connaît chez l'humain actuel et que l'on rapporte
à une certaine habitude de marche bipède. Donc ça, ce sont des hypothèses qu'on formule, et après les hypothèses, il faut les tester. Donc vous allez reconstruire un squelette avec ces traits-là, et puis vous allez le faire marcher, et vous allez voir si les traits que vous pensez être rapportés à de la bipédie s'expriment dans le mouvement bipède. De sa morphologie, de sa locomotion, on peut déduire que Afarensis, cette espèce, était capable de se déplacer au sol et dans les arbres. Quand vous travaillez sur la faune associée aux hominines, vous êtes paléontologue, mais vous avez toujours une perspective paléo-environnementale derrière. Le plus connu, on va dire, c'est la fameuse savane arborée. Et effectivement, c'est un milieu, un environnement dans lequel les Australopithecus afarensis ont vécu. Mais Afarensis a été trouvé aussi dans des dépôts de lacs. Donc au fil des découvertes et au fil des études, vous allez avoir une vision de plus en plus claire de la complexité de l'environnement dans lequel ils vivaient. Donc on a pu au début dire qu'ils vivaient en savane, mais on s'est aperçu au fil des découvertes que Afarensis trouvait à tel endroit, dans la vallée de l'Omo ou au Kenya ou en Éthiopie ou ailleurs, eh bien, les environnements étaient différents. On retrouve à peu près tous les groupes qui sont connus en Afrique aujourd'hui. Donc vous allez avoir les hippopotames au sens large, vous allez avoir d'autres primates comme des cercopithèques, des suidés, c'est-à-dire des représentants de la famille des cochons. Vous pouvez avoir des proboscidiens aussi, des ancêtres des éléphants. Et puis des carnivores aussi, des gros félidés. Ça, c'était la vie courante des australopithèques. Donc à partir des données paléobiologiques, des animaux associés à ces australopithèques et des végétaux également, on a une idée d'un environnement. Qui dit environnement dit ressources, dans lesquelles les australopithèques vont pouvoir puiser au fil des saisons pour se nourrir. Le régime alimentaire de Lucie et des Afarensis, si on fait une analogie avec l'actuelle, on dirait qu'elle est végétarienne avec parfois de la nourriture carnée. Donc ça, on le sait parce qu'il y a un site où il y a des traces de découpe. Donc occasionnellement, on peut estimer qu'elle avait un apport carné dans son régime alimentaire, mais de façon très très occasionnelle. Et par contre, non, elle est plutôt végétarienne. Et ça, comment est-ce qu'on le sait? En fait, quand on va regarder la morphologie de ses dents, potentiellement, elle était capable, avec un émail relativement épais, de manger des noix, des tubercules, des choses assez dures. On a également d'autres méthodes qui sont ce qu'on appelle les méthodes d'usure dentaire. Donc là, on va regarder à la surface de la dent les petites stries. Donc là, c'est des indices qui vont nous indiquer ce qu'elle mangeait quelques mois avant son décès. Et donc là, en revanche, ça nous indique des choses assez différentes. C'est plutôt une nourriture assez souple, telle que des feuilles ou des fruits. Et également, on va utiliser une troisième méthode, qui est ce qu'on appelle les analyses isotopiques. Donc là, c'est au niveau des dents, au niveau de l'émail, on va faire des prélèvements, des tout petits prélèvements. Et là, ça va nous indiquer ce qu'elle mangeait au début de sa vie, au moment de la formation de la dent. Et là, on est plutôt sur des graminées. Si on prend un peu le fil des recherches depuis sa découverte, on s'est intéressé, on va dire, aux questions de base. La marche, la locomotion, l'alimentation et l'environnement. Et puis, comme on ne trouvait pas forcément de pierre taillée associée, on s'est pas forcément intéressé aux capacités de manipulation et d'utilisation d'outils. Et aujourd'hui, on en sait plus chez les primates non humains sur ces capacités. Et il se trouve que les découvertes préhistoriques montrent que même dans des périodes contemporaines de Lucie, il y avait des artefacts en pierre taillée. Au Kenya, il y a plus de 3 millions d'années, il y avait des pierres taillées. Et vraisemblablement, c'était des hominines qui les avaient fait. Et à 3,3 millions d'années, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que Afarensis. Pour Afarensis, ce qui est assez intéressant, c'est que dans des sites contemporains, donc à 3,3 millions d'années au Kenya, on a découvert les plus anciens outils que vous avez ici. Donc là, ce sont des moulages, bien sûr, et donc qui sont contemporains d'Afarensis. Donc à Hadar, on n'a pas de traces d'outils, mais en tous les cas, on sait qu'à cette période-là, il y avait des individus qui étaient capables de fabriquer des outils. Donc ça montre que les plus anciens représentants du genre Homo, c'est 2,8 millions d'années. Donc on est 500 000 ans avant le genre Homo, donc ça montre qu'il y a d'autres espèces qui sont capables de fabriquer des outils en pierre.
Naturellement, il y avait sans doute aussi des outils en bois, mais là, malheureusement, ça ne se conserve pas. Et si on revient donc sur ces outils datés de 3,3 millions d'années, ça montre qu'en termes de capacité cognitive, il y a en tous les cas une prédétermination, il y a une planification. Ces hominines voulaient avoir un tranchant pour couper soit du végétal, soit de l'animal. Donc là, c'est un objet en pierre, et ce qui est assez intéressant, c'est que cette roche a eu deux utilisations. En premier, pour une enclume, donc on voit des stigmates ici à la surface qui montrent que ça a été une enclume, et ensuite comme bloc pour être taillé, pour enlever donc cet éclat et avoir donc un tranchant pour couper soit du végétal, soit de l'animal. Ce que font les archéologues, c'est de l'expérimentation, de l'archéologie expérimentale. Les archéologues vont essayer de reproduire, de comprendre quelles sont les techniques qui ont été utilisées. Et donc ils vont essayer de reproduire les objets archéologiques pour comprendre le cheminement pour arriver à de tels objets. Tous ces outils en pierre montrent qu'il y a une planification. Et si on regarde maintenant la surface de ce qu'on appelle l'endocrâne, donc les traces que peuvent laisser le cerveau à l'intérieur du crâne, on se rend compte que dès 3,3 millions d'années, il y a certaines zones qui montrent qu'il y avait une capacité cognitive assez développée pour ces afarensis. Lucie, donc ça fait 50 ans qu'elle a été découverte. À peu près donc 50 ans que l'espèce afarensis a été décrite, et ça fait 50 ans que le corpus fossile de Australopithecus afarensis est enrichi au fil des découvertes et au fil des missions sur le terrain. On voit bien qu'au fil des découvertes, de nouvelles questions se posent. Donc c'est le lot de toute recherche paléontologique. Il n'y a pas de consensus. La seule chose qui fait consensus, c'est les découvertes fossiles.